En signant les papiers du divorce chez le notaire, mon mari m'a jeté les documents avec un sourire narquois. Je garde les appartements et l'argent, et toi, tu récupères les restes de cette usine pourrie en banlieue. Casse-toi là-bas. J'ai apposé ma signature calmement, et je lui ai souri en silence, en guise d'adieu. Lorsqu'il est venu se moquer de moi une semaine plus tard, il est resté stupéfait en voyant la scène. Le notaire a levé les yeux des documents, puis a toussé de manière un peu gênée. Olivier a éclaté de rire, s'adossant confortablement au dossier du fauteuil en cuir. Son costume hors de prix tombait parfaitement sur sa silhouette athlétique. C'était le résultat de ses séances régulières à la salle de sport, où il passait son temps, pendant que je travaillais 12 heures par jour. J'espère que tu réalises ce que tu fais, a-t-il traîné en longueur, savourant pleinement l'instant. 3 appartements en centre-ville, les comptes bancaires, la voiture. Et pour toi? Une ruine aux abords de la ville, qui fait même pitié à démolir. Quoique non, elle ne fait pas pitié. C'est juste que personne n'en veut. J'ai pris le stylo, et ma main n'a pas tremblé. À l'intérieur, tout s'était déjà glacé 3 mois plus tôt, lorsque j'avais découvert par hasard ces messages avec Christine. À l'époque, j'avais pleuré, puis je m'étais mise en colère, et ensuite, j'avais commencé à réfléchir. Madame Hélène, êtes-vous certaine, a demandé le notaire à voix basse. Vous pouvez parfaitement contester cet accord. Vous en avez tout à fait le droit. J'en suis certaine, ai-je répondu d'une voix neutre, avant d'enchaîner les signatures, l'une après l'autre, sur toutes les pages. Olivier s'est frotté les mains avec satisfaction. Voilà une fille intelligente, tu as au moins fait preuve de bon sens sur ce point. Il s'est levé, en boutonnant sa veste. Au fait, libère l'appartement pour ce week-end. Christine et moi, nous emménageons lundi. Tu peux récupérer tes fringues, nous n'avons pas besoin du reste. J'ai rassemblé les documents, puis je les ai soigneusement rangés dans une chemise. Il y avait mon exemplaire de l'accord, le certificat de divorce, ainsi qu'un autre document, qu'Olivier n'avait même pas daigné lire attentivement. Il était beaucoup trop occupé à faire le compte de son butin. Au revoir, Olivier, ai-je dit, et pour la première fois depuis 3 mois, j'ai souri avec sincérité. Il ne s'est même pas retourné en partant, il a simplement fait un geste de la main, avant de disparaître derrière la porte. Le notaire m'a regardé avec une compassion non dissimulée. Je suis navré, a-t-il murmuré. J'ai vu beaucoup de divorces dans ma carrière, mais une telle arrogance. Tout va bien, ai-je répondu. Vraiment. En sortant de l'étude notariale, je suis monté dans ma vieille Renault, la seule voiture qu'Olivier avait jugée indigne de son attention. J'ai sorti mon téléphone, puis j'ai composé un numéro familier. Allô, Michel? C'est Hélène. Oui, tout s'est passé comme prévu. Il a signé. Nous pouvons commencer. Un rire satisfait a résonné au bout du fil. Parfait. Je te l'avais bien dit, l'avidité finit toujours par perdre les gens. On se retrouve demain sur le site, à 9 h du matin. J'amènerai les investisseurs. Durant les 7 jours qui ont suivi, je n'ai pas dormi la nuit, mais c'était une insomnie bien différente. Ce n'était plus celle qui m'avait tourmentée pendant les derniers mois de mon mariage. C'était de l'excitation, de l'anticipation, et un travail colossal. L'usine pourrie en banlieue. C'est ainsi qu'Olivier appelait le complexe industriel, que j'avais hérité de mon père. Papa est décédé il y a 2 ans, me laissant cet héritage. À l'époque, l'usine ne fonctionnait effectivement plus, les équipements étaient obsolètes, il y avait des dettes, et les ateliers étaient à l'abandon. Olivier a tout de suite décrété que c'était un fardeau, insistant lourdement pour que nous rédigions un contrat de mariage. Selon lui, son immobilier lui appartenait, et le mien m'appartenait. Quant à cette usine, elle n'avait qu'à me rester sur les bras comme un poids mort. J'avais accepté. À ce moment-là, cela me semblait juste. Mais il y a 6 mois, quand il est devenu évident que notre mariage prenait l'eau, j'ai commencé à fouiller dans les papiers de mon père, et j'y ai découvert quelque chose de très intéressant. Le terrain sous l'usine. 12 hectares, situé en pleine zone industrielle.
Dans les documents publics, des projets de développement du quartier apparaissaient déjà, mais la mairie n'avait approuvé l'arrêté définitif qu'après notre divorce. J'ai alors retrouvé un vieil ami de mon père, Michel Bernard, un promoteur immobilier très expérimenté, et je lui ai montré les dossiers. Il a sifflé d'admiration, m'assurant que c'était une véritable mine d'or. Selon l'ancienne estimation, le bien valait environ 25 millions d'euros, à cause des dettes, des bâtiments vétustes, et de l'absence de permis. Cependant, après l'approbation du plan d'urbanisme et la signature d'un accord avec un locataire principal, la valeur du projet a grimpé à 100 millions. Mais d'abord, il faut que tout soit enregistré à ton nom de manière irréprochable, m'avait-il prévenu, pour qu'il n'y ait aucune contestation possible. Et de préférence rapidement, avant que ton mari ne flaire le coup. J'ai donc accéléré la procédure de divorce. Il a obtenu tout ce qu'il considérait comme ayant de la valeur. Et l'usine? Qui voudrait de ces vieilleries? Olivier avait vu l'ancienne estimation, les photos des bâtiments en ruine, les impayés de charges, ainsi que le rapport de pollution des sols, et il en avait conclu que c'était un actif toxique. Dès les premiers jours, une équipe de nettoyage et de démolition s'est mise à l'œuvre. Michel avait trouvé des entrepreneurs, qui travaillaient avec rapidité et efficacité. Nous avons dégagé le bâtiment principal, évacué les gravats, et installé des clôtures temporaires. Les investisseurs sont arrivés le deuxième jour, ont inspecté les lieux, et ont signé un accord préliminaire le soir même. Une avance de 5 millions d'euros a été versée sur le compte de la SARL, Horizon, la société spécialement créée pour le projet. Le 5e jour, j'ai signé un contrat avec les architectes et l'entrepreneur général. Nous avions besoin d'une apparence présentable, au moins pour la façade et la zone d'accueil. Les ouvriers ont travaillé jour et nuit. À la fin de la semaine, le bâtiment principal de l'usine était métamorphosé. Nous avions nettoyé l'entrée, installé des bureaux modulaires temporaires, sécurisé les zones dangereuses, et accroché une immense bâche présentant le projet. Le 7e jour, je me tenais près de la fenêtre de ce bureau, en sirotant un café. Derrière la vitre s'étendait le territoire de l'usine, qui n'était pas encore parfait, mais qui n'avait plus rien à voir avec la ruine qu'Olivier décrivait avec tant de mépris. Il y avait des grues, des engins de chantier, et des ouvriers qui s'affairaient. Sur le portail, une nouvelle enseigne trônait, Centre Logistique Horizon. Ouverture prochaine. Michel était assis à son bureau, étudiant attentivement la documentation du projet. Dans un mois, nous commencerons la construction principale, a-t-il annoncé. Les investisseurs sont ravis, ils veulent agrandir le projet, et proposent des surfaces supplémentaires pour les entrepôts. Cela rajoute 30 millions au budget global. J'ai hoché la tête, incapable de croire que tout cela se passait dans la réalité. Et que vas-tu faire de tout cet argent, a demandé Michel, en plissant les yeux. Je vais d'abord rembourser les dettes de mon père, ai-je répondu. Ensuite, je ne sais pas. J'achèterai un logement décent, et je me consacrerai à ce qui me passionne. J'aurai enfin le choix. Il a esquissé un sourire. Tu auras bien plus que le choix, ma grande. Tu auras la liberté. C'est exactement à ce moment-là que le gardien m'a appelé par l'interphone. Madame Hélène, il y a un homme ici pour vous. Il prétend être votre ex-mari. Il se montre très insistant, et exige d'entrer. J'ai échangé un regard avec Michel, qui a laissé échapper un petit rire. Il a vite réagi. Tu crois qu'il a compris? Je n'en sais rien. J'ai posé ma tasse sur la table. Il est plus probable qu'il soit juste venu pour se moquer. Il m'avait promis de venir me rendre visite dans ma décharge. On le laisse entrer? J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai acquiescé. Laisse-le entrer. Ce sera intéressant de voir la tête qu'il va faire. 5 minutes plus tard, la porte du bureau s'est ouverte à la volée. Sur le seuil se tenait Olivier, dans cette même posture arrogante, avec ce même sourire en coin. Mais ce sourire a commencé à fondre au bout d'une seconde, lorsqu'il a regardé autour de lui. Un bureau spacieux et d'une propreté éclatante, des meubles modernes, de grandes fenêtres donnant sur un chantier en pleine effervescence. Moi, vêtu d'un tailleur professionnel, la coiffure impeccable, calme et concentrée.
À mes côtés, un homme aux cheveux grisonnants, en costume de marque, qui n'avait manifestement rien d'un ouvrier. Quoi? Olivier a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Entre donc, Olivier. J'ai désigné le siège visiteur d'un geste de la main. Qu'est-ce qui t'amène? Il s'est avancé lentement, regardant dans toutes les directions, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Je croyais. Tu m'avais dit que l'usine était abandonnée. J'ai souri. Elle l'était, il y a une semaine. Beaucoup de choses peuvent changer en une semaine, tu ne trouves pas? Michel s'est levé de son bureau, et lui a tendu la main. Michel Bernard, promoteur immobilier, et partenaire de Madame Hélène sur ce projet. Vous devez être le fameux ex-mari, celui qui lui a si généreusement légué cet héritage pourri? Olivier a serré machinalement la main tendue, mais son regard passait frénétiquement de moi à Michel. Quel projet? De quoi parlez-vous? Je me suis levé, et je me suis approché de la fenêtre. Un centre logistique, sur 12 hectares de terrain, dans une zone industrielle très prometteuse. Un investissement de 80 millions d'euros pour la première phase. Avec un délai de rentabilité de 3 ans. Tu veux jeter un œil au plan d'affaires? Je me suis tourné vers lui. Ou bien ce que tu vois par la fenêtre te suffit? Le visage d'Olivier, d'abord suffisant, est devenu perplexe, puis d'une pâleur cadavérique. 80 millions. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil. Tu le savais? Bien sûr que je le savais. Je suis retourné à mon bureau, pour m'asseoir face à lui. Il y a 6 mois, j'ai commencé à éplucher les dossiers de mon père. J'ai trouvé l'estimation du terrain, j'ai contacté Michel, j'ai préparé le terrain, et ensuite, je t'ai surpris au moment idéal avec ta nouvelle conquête. Olivier se tenait au milieu du bureau, et son visage passait progressivement de sa couleur normale à une teinte pourprée maladive. Il ouvrait et fermait la bouche, comme un poisson jeté sur la rive. Mais qu'est-ce que tu as fait? A-t-il fini par articuler. Sa voix tremblait de rage, face à l'ampleur de la catastrophe qu'il commençait à réaliser. Je buvais tranquillement mon café, dans une tasse en céramique blanche ornée du logo d'Horizon. Durant cette semaine, j'avais l'impression d'avoir rajeuni de 5 ans. Les rides de tension autour de mes yeux avaient disparu. Mes épaules s'étaient redressées, et il y avait dans mon regard une étincelle, qu'Olivier n'avait plus vue au cours des 3 dernières années de notre mariage. Moi? Rien de spécial, j'ai juste utilisé ce que tu m'as laissé avec tant de grandeur d'âme. C'est impossible. Olivier s'est précipité vers la fenêtre, ses doigts se crispant convulsivement sur le rebord. Une semaine s'est écoulée. Juste une semaine. D'où sors-tu cet argent? D'où sors-tu ces contacts? Je me suis tourné vers lui, avec un léger sourire aux lèvres, non pas malveillant, mais plutôt condescendant, à la manière d'un professeur qui explique une évidence à un élève dissipé. Tu sais, Olivier, quelle a été ta plus grande erreur? Tu m'as toujours prise pour une femme au foyer stupide. Pendant 5 ans, j'ai géré notre maison, nos finances, j'ai réglé les problèmes, pendant que toi, tu jouais au businessman à succès. Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner, mon père n'était pas seulement le propriétaire d'une usine miteuse, c'était un visionnaire, qui a acheté ces terres il y a 20 ans, anticipant le développement de la ville. Ton père était un raté, a crié Olivier, mais sa voix trahissait déjà un profond manque d'assurance. Mon père était un stratège. Il n'a simplement pas vécu assez longtemps pour voir ses investissements porter leurs fruits. Mais moi, je suis là. Et tu sais ce qui est le plus drôle? Je me suis approché de lui, le regardant droit dans les yeux. J'avais l'intention de te proposer une compensation, pour les investissements que tu aurais pu tenter de contester. Olivier est devenu blême. Tu mens. Mais ensuite, j'ai vu les messages dans ton téléphone. Tu te souviens de cette soirée de février, où tu l'avais oublié dans la salle de bain? Ma voix s'est adoucie, mais chaque mot claquait comme un fouet. Tu écrivais à Christine que j'étais un boulet, dont il fallait se débarrasser, en emportant tout ce qui avait de la valeur. Tu planifiais le divorce 3 mois avant de me l'annoncer. Tu consultais des avocats, pour savoir comment me laisser sans le sou.
Et tu as décidé que l'usine serait l'os parfait, à jeter à la chienne avide pour qu'elle ne grogne pas. J'ai fait une pause, savourant la façon dont Olivier s'affaissait, en prenant appui sur le rebord de la fenêtre. C'est à ce moment-là que j'ai changé de plan. J'ai joué le rôle de la gentille idiote, soumise, qui veut juste que tout s'arrête. J'ai même laissé échapper, à 2 ou 3 reprises devant toi, que cette usine était un fardeau. Qu'il fallait la démolir, et que cette terre n'intéressait personne. Tu étais tellement ravi, tu t'en souviens? Tu te vantais même auprès de ta Christine, en lui racontant avec quelle habileté tu m'avais roulé dans la farine. Garce, a sifflé Olivier, mais ce mot n'avait aucune force, il n'était que le reflet d'une colère impuissante. Non, Olivier, je suis juste une femme, qui a appris à jouer à tes propres jeux, et qui s'est avérée être bien meilleure que toi. Notre conversation a été interrompue par Michel, Hélène, les représentants de Technoconstruct sont arrivés pour la réunion. Ils sont prêts à discuter du contrat pour la fourniture des équipements. Le montant préliminaire est de 8 millions. Parfait, Michel. J'arrive dans 5 minutes. Michel est sorti, et Olivier a passé son regard de moi à la porte, puis de nouveau à moi. 8 millions. Juste pour les équipements. Il s'est pris la tête à 2 mains. Combien? Combien coûte ce projet? Sa réalisation complète. J'ai fait semblant de réfléchir, comme si je calculais de tête. En comptant toutes les phases, y compris l'extension de la zone à 15 hectares, que j'ai déjà commencé à racheter aux voisins. Environ 200 millions d'euros. Ma part, en tant que propriétaire foncière et cofondatrice, s'élève à 40%. De plus, j'aurai un poste de direction avec un salaire, qui est environ 4 fois supérieur à ce que tu gagnes dans ta petite boîte. Les chiffres ont semblé frapper Olivier physiquement. Il s'est laissé tomber sur une chaise, sans même demander la permission. 200 millions. 40% ça fait 80 millions, murmurait-il, le regard perdu dans le vide. J'ai renoncé à 80 millions pour 3 appartements à 20 millions chacun, et 15 millions sur des comptes. 75 millions, pour être précise, ai-je corrigé avec amabilité. Tes appartements valent un peu moins que ce que tu penses. J'ai vérifié l'évaluation du marché. Donc tu as troqué un minimum de 80 millions contre 75. Plutôt une bonne affaire, n'est-ce pas? Olivier s'est levé brusquement, renversant sa chaise. Son visage était déformé par la fureur. Je vais contester le divorce. Je prouverai que tu m'as trompé, que tu as dissimulé des informations sur la valeur de ce bien. Et c'est toujours, ai-je répondu sereinement, en sortant une chemise de mon tiroir. Voici la copie du rapport d'un évaluateur indépendant, que j'ai commandé la veille de la signature des papiers du divorce. Voici les constats d'inspection des bâtiments. Ils ont tous été déclarés insalubres. Et voici une attestation de la mairie. Au moment du divorce, il n'existait officiellement aucun plan de développement pour ce quartier. J'ai posé le dossier sur le bureau, juste devant lui. Tout est absolument légal, Olivier. Je me suis simplement retrouvé au bon endroit, au bon moment. Tu savais. Olivier a frappé du poing sur la table. Tu connaissais les plans de la mairie. Prouve-le. J'ai croisé les bras sur ma poitrine. As-tu des preuves? Des enregistrements de conversation, des documents? Non. Alors ce ne sont que des suppositions de ta part. Et tu sais ce que moi, j'ai? Les messages dans lesquels tu insistais toi-même pour que je prenne cette usine pourrie, parce qu'elle ne servait de toute façon à personne. Les SMS où tu te réjouissais de m'avoir refourgué cette décharge. J'ai tout conservé. Et si tu tentes de contester le divorce, je présenterai cela au tribunal, comme preuve que le partage était équitable, et que c'est toi qui n'as pas pris la peine de vérifier ce que tu cédais. Olivier s'est dégonflé. Il a compris qu'il avait perdu. Et il n'avait pas seulement perdu gros, c'était catastrophique. Je l'avais déjoué à chaque étape, utilisant sa propre arrogance et son avarice contre lui-même. Je me suis dirigé vers la porte, et je l'ai ouverte. Et maintenant, va-t'en, Olivier. J'ai une réunion avec des investisseurs. Et oui, la sécurité a reçu des instructions claires.
si tu réapparais ici sans invitation? Tu seras escorté vers la sortie. Ce territoire est désormais une propriété privée, et je suis parfaitement en droit d'en refuser l'accès aux personnes extérieures. Olivier s'est levé lentement. Il marchait vers la sortie, titubant presque comme un homme ivre. Arrivé à la porte, il s'est retourné. Je t'ai aimé, autrefois. Je l'ai regardé longuement. Non, Olivier. Tu aimais la commodité que je créais. Tu aimais le confort que je t'assurais. Mais moi, tu ne m'as jamais aimé. Autrement, tu n'aurais pas pu agir de cette façon. Lorsque la porte s'est refermée derrière lui, je suis retournée à la fenêtre. Je l'ai regardé marcher, voûté, vers sa voiture, en passant devant les grues et les ouvriers du chantier. J'attendais un sentiment de triomphe, ce goût sucré de la victoire, mais au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'un immense soulagement et un vide étrange. Les 2 semaines suivantes ont filé dans un tourbillon de réunions, de négociations, et de prises de décision. Je m'étais plongé corps et âme dans le travail, comme pour essayer de combler le vide laissé par le divorce. La journée, je discutais des plans architecturaux, je rencontrais des sous-traitants, et j'approuvais des documents. Le soir, j'étudiais les subtilités du secteur logistique, je lisais des rapports industriels, et j'élaborais des modèles financiers. Ma vieille amie Marine, apprenant mon divorce, est descendue de la capitale. « Hélène, tu dors de temps en temps ?» a-t-elle demandé, en observant avec inquiétude les cernes sombres sous mes yeux. « Tu as l'air épuisée. »« Je vais bien. » J'ai versé du café pour nous deux. Nous étions assises dans mon bureau. C'est juste qu'il y a beaucoup de travail. « Hélène, je te connais depuis 20 ans. Tu essaies de t'étourdir dans le travail. » J'ai gardé le silence, faisant tourner ma tasse entre mes mains. Marine avait raison. Malgré tout le triomphe, malgré le succès et ce juste châtiment, la douleur restait enfouie à l'intérieur. La douleur de la trahison, d'une famille brisée, et de cette année perdue en vain. « Tu sais ce qui est le plus terrible ?» ai-je dit doucement. « Ce n'est pas le fait qu'il m'ait trompé, ni le fait qu'il ait voulu me laisser sans rien. C'est que je n'ai pas remarqué quand il a changé. Ou alors, il a toujours été comme ça, et je refusais simplement de le voir. » Marine m'a pris les épaules. « Hélène, tu n'es pas coupable du fait qu'il soit un salaud. Tu as aimé, tu as fait confiance, c'est tout à fait normal. C'est lui qui a trahi cette confiance, pas toi. Je sais, rationnellement, je comprends tout cela, mais ça fait quand même mal. Bien sûr que ça fait mal, et ça fera encore mal pendant un certain temps. Mais regarde un peu ce que tu as accompli. Tu n'as pas seulement survécu, tu as gagné. Tu as créé quelque chose qui t'appartient, et ce n'est que le début. » J'ai esquissé un faible sourire. Marine avait raison. Ce n'était véritablement que le début. Le lendemain, ce que je redoutais le plus s'est produit. Ma secrétaire, Anne, a fait irruption dans le bureau, le visage décomposé. « Madame Hélène, des personnes sont là. Ils disent être des inspecteurs des impôts et de la mairie, et ils exigent l'accès au site. » Je me suis levée de ma chaise. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Olivier ne pouvait pas simplement accepter la défaite. Devant le portail se tenaient 3 hommes en costume strict. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, un peu fort et à l'expression hautaine, m'a tendu sa carte professionnelle. Inspecteur des impôts Leroux. Nous avons reçu un signalement concernant des irrégularités dans le montage des transactions liées à ce terrain. J'ai examiné attentivement ces documents. Tout paraissait officiel. Je vous en prie, entrez. Tous nos dossiers sont parfaitement en règle. Vous pouvez tout vérifier. Je parlais d'un ton posé, bien que mon cœur battait à tout rompre. Je savais que tout avait été fait dans les règles de l'art, mais je savais aussi que, s'il le voulait vraiment, il pourrait trouver un prétexte à n'importe quoi. Le contrôle a duré 3 heures. Les inspecteurs ont examiné chaque document, chaque bout de papier. Leroux cherchait visiblement la petite bête, mais il ne trouvait rien. Michel, qui avait accouru dès qu'il avait été informé de l'inspection, se tenait à mes côtés, répondant calmement à toutes les questions. Finalement,
l'euro a refermé le dernier dossier avec une moue contrariée. Les papiers sont en règle, a-t-il grommelé. Mais nous reviendrons. Lorsqu'ils sont partis, j'ai senti la tension retomber. Michel a posé une main rassurante sur mon épaule. Bien joué, tu as parfaitement tenu le choc. C'est un coup d'Olivier, n'est-ce pas? Sans aucun doute. Mais il a mal calculé son coup. Nous avons tout monté de façon irréprochable. Il peut envoyer 10 inspections s'il le veut, ils ne trouveront rien. J'ai acquiescé, tout en sachant pertinemment que ce n'était qu'une première tentative. Olivier n'allait pas s'arrêter là. Le soir même, un numéro inconnu m'a appelé. J'ai longuement fixé l'écran du téléphone avant de décrocher. Allô? Madame Hélène? La voix masculine était polie, presque amicale. Je m'appelle Maître Blanc. Je représente les intérêts de Monsieur Olivier Moreau. Je me suis raidi. Je vous écoute. Mon client est disposé à vous proposer un compromis. Il est prêt à oublier toutes ses revendications, et à cesser de vous causer des problèmes avec les inspections et les permis. Si vous acceptez de lui vendre une part de votre projet. Disons, 30%, pour 20 millions d'euros. C'est une offre généreuse. J'ai éclaté de rire. C'était plus fort que moi. Transmettez à votre client que ma réponse est non. Et dites-lui de cesser ses pathétiques tentatives d'intimidation. S'il continue, je porterai plainte pour harcèlement et pour abus de trafic d'influence visant à organiser des inspections illégales. J'en ai les preuves. Madame Hélène, il ne faut pas être aussi catégorique. Au revoir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement. 20 millions pour 30% d'un projet qui en valait plus de 100. Olivier me prenait-il vraiment pour une idiote, ou était-il simplement incapable d'accepter le fait que je m'étais montrée plus intelligente que lui? Le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Marine. Hélène, tu as vu les infos? Quelles infos? Allume la télé, tout de suite. J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis la chaîne d'information locale. Le présentateur parlait d'un énorme scandale de corruption au sein de la municipalité. Plusieurs élus et fonctionnaires avaient été arrêtés, soupçonnés d'avoir touché des pots de vin lors de l'attribution de terrain. Quel est le rapport avec moi, n'ai-je pas compris? Regarde la suite. La caméra s'est attardée sur l'un des suspects arrêtés. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était ce fameux fonctionnaire qui, 6 mois plus tôt, avait tenté de m'acheter l'usine pour une bouchée de pain. Celui-là même qui, par la suite, avait menacé de créer des blocages administratifs. Parmi les chefs d'accusation de l'enquête, a poursuivi le journaliste, figurent des tentatives de pression illégale sur des propriétaires de sites industriels, afin de les forcer à vendre leur terrain à des prix dérisoires. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Cela signifiait que je n'étais pas la seule. Cela signifiait qu'il y avait tout un réseau derrière cela, et que maintenant, ce système venait de s'effondrer. Hélène, tu es là? La voix de Marine m'a sorti de ma torpeur. Je suis là. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Tu as eu une chance folle de ne pas avoir vendu l'usine à ce moment-là. Tu aurais pu te retrouver mêlée à cette affaire. J'ai acquiescé, même si Marine ne pouvait pas me voir. Oui, j'avais eu de la chance. Ou peut-être n'était-ce pas de la chance, mais une suite logique. Je n'avais pas cédé aux menaces, je n'avais pas accepté un prix curieusement bas, et j'avais tout vérifié par moi-même. J'avais fait le bon choix. Et soudain, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. La douleur n'avait pas disparu, mais autre chose venait de s'éveiller, de la confiance, de la force, et la certitude que j'étais capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Je n'étais pas une victime des circonstances, j'étais la maîtresse de mon propre destin. Marine, merci de m'avoir appelé, ai-je dit. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai composé le numéro de Michel. Michel, nous allons accélérer le lancement du projet. Je veux que, d'ici 1 an, nous organisions une cérémonie d'ouverture officielle, avec la presse, les investisseurs, tout le monde. Que toute la ville voie ce que nous avons bâti.
Hélène, c'est un plan extrêmement ambitieux. Je sais, mais nous y arriverons. N'est-ce pas? Il y a eu un silence. Puis, j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Nous y arriverons. Je me tenais devant la baie vitrée de notre bureau provisoire sur le chantier, observant les ouvriers monter l'armature du futur complexe de stockage. Le soleil du matin se reflétait sur les structures métalliques, les transformant en un labyrinthe étincelant. 2 mois à peine s'étaient écoulés depuis la visite mémorable d'Olivier, et le site était déjà méconnaissable. Madame Hélène, nous avons un problème, a retenti une voix inquiète derrière moi. Je me suis retournée. Dans l'encadrement de la porte se tenait Antoine Clément, le jeune avocat que Michel avait engagé spécialement pour le suivi juridique du projet. Son visage, d'ordinaire si serein, trahissait une forte préoccupation. Que se passe-t-il? Une assignation vient d'être déposée au tribunal de commerce. Antoine m'a tendu une chemise cartonnée. De la part de la SARL Bâti Ressources. Il demande l'annulation du transfert de propriété lié à votre héritage, en s'appuyant sur un ancien bail de location et sur des obligations prétendument non respectées par l'ancien propriétaire. J'ai parcouru rapidement le texte de la plainte. Mon cœur a fait un bond, mais je me suis forcé à garder mon calme. Sur quel fondement? Ils affirment qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption, en tant que locataires d'une partie des locaux. Ils déclarent ne pas avoir été notifiés de la vente en bonne et due forme. Mais c'est absurde. Je me suis assise dans mon fauteuil. Ces locataires ne sont restés qu'1 an, et encore, il y a très longtemps. Antoine a opiné du chef. C'est aussi ce que je pense. Mais regardez de plus près l'adresse du siège social du plaignant, ainsi que la composition des associés. J'ai scruté les documents de plus près, et j'ai senti mon sang se glacer. L'actionnaire principal de Bâti Ressources était Christine Saval, la maîtresse d'Olivier. Quant au siège social, il correspondait exactement à l'un des appartements qu'il avait récupéré lors de notre divorce. Il ne s'arrêtera jamais, ai-je murmuré. C'est une sale affaire, a ajouté Antoine, en s'asseyant sur le coin de mon bureau. Juridiquement parlant, la plainte est fragile. Le délai de prescription est largement dépassé. Mais ils peuvent faire traîner la procédure. Et le pire, c'est que ce genre de litige effraie toujours les investisseurs et les banques. Si des rumeurs commencent à courir sur des problèmes de droit de propriété, les crédits seront gelés, ai-je conclu. Et le projet sera paralysé. C'était très exactement ce qu'Olivier cherchait à accomplir. S'il ne pouvait pas obtenir sa part, alors personne ne l'aurait. Je reconnaissais bien là son style, rancunier, mesquin, et destructeur. Le téléphone a vibré sur le bureau. C'était Michel. Hélène, tu es déjà au courant? Sa voix était tendue. Oui, Antoine vient de me montrer l'assignation. Il faut qu'on se voie d'urgence. La banque vient d'appeler, ils exigent des explications. J'ai une réunion avec leur juriste dans 1 heure. Rejoins-moi au siège. 40 minutes plus tard, j'étais assise dans la salle de conférence du siège de l'entreprise de promotion immobilière. Michel faisait les 100 pas dans la pièce, tandis que 3 avocats de la banque épluchaient les dossiers. Madame Hélène, a commencé le plus âgé d'entre eux, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant. Nous comprenons que cette plainte semble tirée par les cheveux. Mais notre service de sécurité a procédé à des vérifications. La SARL Bâti Ressources a effectivement loué un petit local sur le site de l'usine il y a 9 ans. Certes, pour seulement 3 mois. J'ignorais totalement ce détail, ai-je avoué. Mon père louait cet espace via une société de gestion. C'est justement là que réside le problème, a répondu l'avocat en secouant la tête. D'un point de vue strict, ils possédaient un droit de locataire. Et s'ils parviennent à prouver qu'ils n'ont jamais été informés de la mutation? Le délai de prescription, l'a coupé Michel. 10 ans se sont écoulés. Ils soutiennent qu'ils n'ont découvert la violation de leurs droits que maintenant, au moment du lancement des travaux. L'avocat a écarté les bras. Le juge pourrait très bien prendre cet argument en considération. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir.
Olivier allait-il vraiment trouver un moyen de ruiner mes projets? Qu'est-ce que vous proposez? A demandé Michel. La banque est prête à maintenir le financement, mais sous certaines conditions. Premièrement, une hausse du taux d'intérêt, car les risques ont augmenté. Deuxièmement, nous gèlerons une partie des fonds jusqu'au jugement du tribunal. Et troisièmement, vous devrez nous fournir des garanties supplémentaires. Cela impliquait de très graves difficultés. Sans un financement complet, les délais allaient déraper, les sous-traitants prendraient du retard sur les plannings, et les pénalités de retard engloutiraient tous nos bénéfices. Lorsque les représentants de la banque sont partis, Michel s'est laissé lourdement tomber dans son fauteuil. Hélène, je ne veux pas t'effrayer, mais c'est un coup très dur. J'ai des réserves, mais si cette affaire traîne pendant 6 mois. Je comprends. J'ai serré les poings. Michel, je ne peux pas permettre que vous subissiez des pertes par ma faute. Peut-être qu'il vaudrait mieux. N'y pense même pas, m'a-t-il coupé net. Ton père et moi avons traversé plus d'une tempête ensemble. Je n'abandonnerai pas sa fille dans l'adversité. Il faut juste que nous trouvions une solution. Le soir venu, j'étais chez moi avec Marine, qui était accourue dès qu'elle avait eu vent du problème. Ce salopard ne s'arrêtera pas avant d'avoir obtenu ce qu'il veut. Marine faisait les 100 pas, fulminant de colère dans le salon. Il faut trouver de quoi le faire chanter, lui ou sa Christine. Marine, ça ne servira à rien. D'un point de vue purement juridique, ils agissent dans le cadre de la loi. Même si c'est abject. Alors propose-leur de les payer. Qu'ils retirent leur plainte contre de l'argent. J'ai secoué la tête. Olivier refusera. Ce qu'il veut, ce n'est pas une compensation financière, c'est ma défaite. Il veut prouver que je ne vaux rien sans lui. Le téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Hélène? C'est Monsieur Girard. Vous vous souvenez de moi? J'ai froncé les sourcils, en fouillant dans ma mémoire. Girard. Exact. L'un de ces élus arrêtés pour corruption. Celui-là même qui avait essayé de m'acheter l'usine pour une misère. Que voulez-vous? Ai-je demandé froidement. Je suis actuellement sous contrôle judiciaire. L'affaire n'a pas encore été jugée, et je voudrais vous aider à résoudre votre problème. Dans sa voix, il y avait un étrange mélange de servilité et de ruse. Quel problème? Celui concernant la plainte de Bâti Ressources. Je sais comment la faire annuler. Je me suis redressée. Je vous écoute. Pas au téléphone. Retrouvons-nous demain. Au café La Vieille Tour, à 14 heures. Venez seul. Pourquoi voulez-vous m'aider? Girard a ricané. Disons que j'ai des comptes à régler avec la personne qui se cache derrière cette plainte, et que j'ai des informations qui pourraient l'intéresser grandement. Mais j'ai besoin de garanties. Quelle garantie? Nous en parlerons de vive voix. Il a raccroché. J'ai regardé Marine, perplexe. C'était qui? A demandé mon ami. Le fonctionnaire corrompu qui voulait me voler l'usine. Maintenant, il me propose son aide pour contrer Olivier. Et tu vas lui faire confiance? Je n'en sais rien. J'ai réfléchi un instant. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Demain, j'irai à ce rendez-vous, je verrai bien ce qu'il a à dire. Dans ce cas, je viens avec toi, à tout hasard. Le lendemain, je suis entré dans un café à moitié vide, à la périphérie de la ville. Girard était assis dans le coin le plus éloigné, se frottant nerveusement les mains. Il avait vieilli durant ces derniers mois. Ses tempes grisonnantes étaient plus marquées, et de sombres cernes creusaient son visage. Madame Hélène, merci d'être venue. Il s'est levé, mais je lui ai fait signe de se rasseoir. Parlez vite, et venez en au fait. Que savez-vous de cette assignation? Girard a jeté un regard furtif autour de lui, avant de baisser la voix. Votre ex-mari, Olivier, m'a approché il y a 2 mois pour me proposer un marché. Je l'aidais à bloquer votre projet via une société écran, et en échange,
Il témoignait en ma faveur dans mon affaire pénale. Il devait affirmer que j'agissais sous ses ordres, à l'époque où j'ai essayé d'acheter l'usine. Et vous avez accepté? Au début, oui. J'avais besoin de n'importe quoi pour alléger ma future peine. Mais ensuite, j'ai découvert des choses très intéressantes sur votre ex. Girard a sorti une clé USB de sa poche, et l'a posée sur la table. Vous trouverez ici les enregistrements des conversations entre Olivier et Christine Saval. Ils y discutent de la manière dont, une fois votre projet anéanti, ils rachèteront les terres via une procédure de faillite pour une bouchée de pain. Il y a aussi ces échanges avec un de mes anciens collègues, qui est toujours en liberté. Il négociait un pot de vin, pour accélérer le traitement du dossier au tribunal. J'ai saisi la clé USB, sentant l'espoir renaître dans ma poitrine. Pourquoi avez-vous décidé de me donner tout cela? Parce qu'Olivier m'a lâché. Girard a fait une grimace. Il m'avait promis de l'argent pour payer mon avocat, mais une fois la plainte déposée, il a disparu. Il ne répond plus au téléphone. Et moi, je n'ai plus rien à perdre. Qu'il paie, lui aussi, pour ce qu'il a fait. Que voulez-vous en retour? Une lettre de recommandation. Une attestation pour le tribunal, confirmant que je vous ai aidé à démanteler un réseau de corruption. Cela pourrait réduire ma peine. Je n'ai hésité qu'une fraction de seconde. D'accord. Si ces informations se confirment et m'aident à clore ce litige, vous aurez votre lettre. Le soir même, Antoine Clément examinait les fichiers de la clé USB, son visage s'assombrissant de minute en minute. C'est de l'or pur, a-t-il fini par déclarer. Un chantage caractérisé, une tentative de corruption, un abus de droit, et des falsifications de documents. Madame Hélène, avec ça, non seulement nous allons faire annuler la plainte, mais nous pourrons aussi les traîner au pénal. Je me suis adossée à mon fauteuil, sentant l'énorme poids glisser enfin de mes épaules. Que fait-on? D'abord, nous allons transmettre une copie de ces preuves aux autorités compétentes, de façon anonyme. Laissons-les ouvrir une enquête. Ensuite, lors de l'audience au tribunal de commerce, nous présenterons ces enregistrements comme preuve de la mauvaise foi du plaignant. Le juge sera dans l'obligation de rejeter la plainte. Et pour Olivier? Antoine a ricané. Olivier aura ce qu'il mérite. Corrompre un fonctionnaire public, c'est déjà un délit très grave en soi. Ajoutez-y l'escroquerie. Il risque la prison ferme. Je regardais par la fenêtre, observant les lumières nocturnes de la ville. Je ne ressentais aucun triomphe, juste de la fatigue, et cet étrange sentiment de soulagement. Enfin, cette guerre touchait à sa fin. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau avant tout le monde. Je n'avais presque pas fermé l'œil de la nuit, mais pour la première fois depuis très longtemps, ce n'était pas à cause de la peur. Sur mon bureau s'étalaient les impressions, les copies des fichiers, les conclusions d'Antoine, ainsi que la courte liste des actions que nous avions planifiées jusqu'à minuit. Transmettre ces documents directement au tribunal comportait des risques. Il fallait procéder avec propreté, sans la moindre émotion, pour éviter qu'Olivier ne puisse prétendre par la suite que les enregistrements avaient été trafiqués, ou que les documents étaient apparus de nulle part. Antoine avait exigé une expertise, un procès-verbal notarié constatant l'existence des preuves électroniques, ainsi qu'une plainte officielle déposée auprès des autorités judiciaires. Nous n'allons pas entrer dans son jeu, avait-il déclaré lorsque je l'avais rejoint dans la salle de réunion. Il agit par la pression, la rumeur, et les sociétés écrans. Nous agirons par la voie légale. Donc, tout dans le strict respect de la loi, avais-je acquiescé. Exactement. C'est plus lent, mais c'est infaillible. Dès midi, les procès-verbaux de constat étaient dressés chez le notaire. L'expert informatique avait confirmé que les enregistrements ne présentaient aucune trace de montage évident. Antoine avait rédigé la plainte, exposant les faits de manière clinique, tentative de pression sur un propriétaire foncier, recours à une société écran, accord de corruption suspecté, et création délibérée d'un contentieux pour bloquer un projet d'investissement. J'avais signé la plainte d'une main ferme. En sortant dans la rue, mon téléphone a bipé. C'était un message d'Olivier,
Tu te crois victorieuse? Tu n'y arriveras pas. Je sais être patient. J'ai fixé l'écran un long moment. Autrefois, de tels mots m'auraient noué le ventre. Maintenant, je me suis contenté de faire une capture d'écran, que j'ai aussitôt transférée à Antoine. 10 secondes plus tard, il m'a répondu, « Parfait. » Encore une preuve de pression. Conservez absolument tout. J'ai glissé le téléphone dans mon sac, et pour la première fois de la journée, j'ai souri. L'audience au tribunal de commerce était fixée 2 semaines plus tard. Durant tout ce temps, Olivier avait multiplié les manœuvres de déstabilisation. Il appelait de vieilles connaissances, lançait des rumeurs disant que le projet Horizon allait être gelé, que j'avais des litiges sur le foncier, et que les investisseurs fuyaient déjà. Certains sous-traitants avaient effectivement commencé à s'inquiéter. L'un d'eux m'avait même demandé de suspendre temporairement les travaux, le temps de tirer la situation au clair. J'avais alors convoqué tous nos partenaires clés, dans le bureau du chantier de l'usine. Je ne me tenais pas devant eux comme la femme fraîchement trahie par son mari, ni comme l'héritière qui avait décroché le jackpot par hasard. Je me tenais devant eux comme la directrice d'un projet, qui connaissait le coût de chaque jour de retard. Je ne vais rien vous cacher, avais-je déclaré calmement. La plainte existe. Mais elle a été montée de toutes pièces, et sera démontée au tribunal. Nous disposons des titres de propriété, des expertises, et des preuves irréfutables de la mauvaise foi du plaignant. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Antoine préparera une synthèse juridique pour chacun d'entre vous. Si vous le souhaitez, soumettez-la à vos propres avocats. Mais le projet ne s'arrêtera pas. Un grand silence s'était abattu sur la pièce. Le premier à prendre la parole fut le maître d'œuvre principal, un homme au visage buriné et aux mains rugueuses. Madame Hélène, j'ai vu défiler des chantiers, j'ai vu des gens jeter l'éponge dès qu'ils recevaient la première lettre du tribunal. Vous n'avez pas l'air de faire partie de ceux qui abandonnent. Je n'en ai pas l'intention, lui avais-je répondu. Alors on continue. Après cela, les autres avaient progressivement acquiescé. Pas tous avec un grand enthousiasme, pas tous sans la moindre crainte, mais aucun n'était parti. Le jour du procès, je me suis réveillé bien avant que mon réveil ne sonne. J'ai enfilé un tailleur bleu marine, attaché mes cheveux, vérifié mon porte-documents, puis je suis resté quelques minutes devant le miroir. Dans le reflet, j'ai vu une femme qui ne m'inspirait plus aucune pitié. Devant le bâtiment du tribunal m'attendaient Antoine, Michel et Marine. Cette dernière était venue, tout simplement pour être à mes côtés. « Comment te sens-tu » a chuchoté mon ami. « Sereine, lui ai-je répondu. C'est étrange, mais je suis vraiment sereine. Dans le couloir du palais de justice, j'ai aperçu Olivier. Il se tenait aux côtés de Christine et de son avocat, Maître Blanc. Christine semblait sur les nerfs. Son sac de luxe, ses cheveux parfaitement lissés et son maquillage sans défaut ne parvenaient pas à masquer la peur qui se lisait dans ses yeux. Olivier, au contraire, tentait de garder une contenance assurée, mais je le connaissais trop bien. Il était nerveux. Très nerveux. « Tu es venu » a-t-il craché entre ses dents lorsque je suis passé près de lui. « Dommage pour toi. Aujourd'hui, tout se termine. » Je me suis arrêté une brève seconde. Je suis d'accord. Aujourd'hui, beaucoup de choses vont se terminer. Dans la salle d'audience, le représentant de Bâti Ressources a longuement plaidé sur la violation des droits du locataire, affirmant que l'entreprise avait été contournée lors de la vente, que la transaction était douteuse, et qu'elle devait désormais être frappée de nullité. Tout cela paraissait très convaincant, à condition de ne pas en connaître les détails. Puis, ce fut au tour d'Antoine de se lever. Il s'est exprimé avec calme, sans aucune théâtralité. Il a d'abord brandi le contrat de bail, qui avait bel et bien existé, mais qui avait été résilié bien avant la transaction. Ensuite, il a produit les documents de la société de gestion, prouvant que Bâti Ressources avait quitté les lieux 3 mois après le début de la location, et ne disposait donc plus du moindre droit actif au moment du transfert de propriété. L'avocat d'Olivier a tenté d'émettre une objection, mais Antoine avait déjà ouvert un autre dossier. De plus, monsieur le juge,
la défense est fondée à considérer la présente procédure comme un abus de droit manifeste. L'entité plaignante est intimement liée à l'ex-mari de Madame Hélène, lequel, depuis leur divorce, a cherché à plusieurs reprises à s'approprier des parts de ce projet, n'hésitant pas à proférer des menaces visant à entraver son bon déroulement. Le juge a levé les yeux de ses notes. De quelles preuves disposez-vous? Antoine a transmis les pièces via le greffier, le constat d'huissier des échanges électroniques, les enregistrements vocaux, l'expertise certifiée, ainsi que la copie de la plainte déposée au pénal. Il ressort de ces pièces que l'assignation n'a pas été introduite dans le but de défendre un droit lésé, mais dans l'unique but de paralyser un projet d'investissement, et de contraindre la partie défenderesse à céder ses parts. Un silence pesant est tombé sur la salle. Olivier a blêmi d'un coup. Christine s'est tournée vers lui, comme si, pour la première fois, elle ne voyait plus l'homme à succès, mais l'origine d'un immense et très dangereux problème. Maître Blanc a bondi de sa chaise. Nous nous opposons formellement au versement de ces pièces au débat. Leur origine est plus que douteuse. L'origine est certifiée par un acte notarié, a rétorqué Antoine avec flegme. Leur authenticité fera l'objet d'une enquête distincte, mais pour ce qui est d'apprécier la bonne foi du plaignant dans cette affaire, ces éléments sont d'une importance capitale. Le juge a examiné les documents pendant un long moment. Je restais assise, immobile, les mains crispées sur mes genoux. Je ne regardais pas Olivier. Je n'avais plus besoin de guetter ses réactions pour me sentir plus forte. Après une suspension d'audience, le tribunal a débouté Bâti Ressources de sa demande de mesures conservatoires. Cela signifiait l'essentiel, le projet n'était pas gelé. Les termes restaient acquises. La construction pouvait suivre son cours. La banque n'avait plus aucun prétexte juridique pour bloquer les fonds. La plainte en elle-même a été ajournée pour un examen ultérieur sur le fond, mais la teneur de la décision ne laissait aucun doute. La position du plaignant était non seulement faible, mais au vu des éléments apportés, elle devenait très dangereuse pour lui-même. À la sortie de la salle d'audience, Olivier m'a rattrapé. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» a-t-il sifflé. « Tu veux m'envoyer en tôle, c'est ça ?» Je me suis retournée. « Non, je veux simplement que tu répondes enfin de tes actes. »« Tu étais ma femme. » »« C'est exact. » « Et tu en as conclu que cela te donnait le droit de briser ma vie. »« Tu t'es trompé. » Christine se tenait un peu à l'écart. Elle avait tout entendu. Son visage avait perdu sa superbe d'autrefois. « Olivier, a-t-elle murmuré, tu m'avais dit que tout était sans risque. » Il a pivoté brusquement vers elle. « La ferme. » Mais ce mot a résonné avec une brutalité excessive. Christine a reculé d'un pas, et j'ai soudain réalisé que le plan d'Olivier n'était pas la seule chose en train de s'écrouler. Toute l'image qu'il s'était minutieusement bâtie s'effondrait, celle de l'homme fort, prospère, invincible, et qui obtient toujours ce qu'il veut. Une semaine plus tard, Bâti Ressources retirait sa plainte. Le motif officiel, formulé de manière très sèche, invoquait l'absence de perspective favorable quant à l'issue du litige. Officieusement, Antoine avait appris que Christine avait déposé devant les enquêteurs, tentant de se dédouaner en affirmant qu'elle n'avait fait qu'exécuter les requêtes d'Olivier. Olivier fut convoqué pour un interrogatoire. Puis pour un autre. Ensuite, une perquisition a eu lieu dans ses bureaux, son téléphone a été saisi, tout comme son ordinateur portable, et des dossiers concernant d'autres montages. Il s'est avéré que mon affaire n'était pas un cas isolé. Depuis longtemps, il avait pris l'habitude de régler ses problèmes par l'entremise de connaissances bien placées, de faire pression sur les plus faibles, et d'orchestrer des montages financiers douteux par le biais de prête-noms. Les appartements, qu'il avait confisqués avec tant de fierté lors du divorce, ne ressemblaient plus vraiment à des trophées. Il avait dû en vendre un à la hâte pour payer ses frais d'avocat et éponger une partie de ses dettes. Le deuxième avait été saisi à titre conservatoire, dans le cadre d'une autre instruction judiciaire. Quant à sa belle voiture, il l'avait également perdue, la banque l'avait récupérée suite à des retards de paiement. Je n'ai pas appris tout cela immédiatement. C'est Michel qui me l'a raconté, avec beaucoup de précaution, comme s'il craignait que je ne me mette à ressentir de la pitié pour mon ex-mari. Mais il n'y avait ni pitié, ni jubilation.
Il a choisi cette voie de son plein gré, avais-je répondu. Je ne suis simplement plus la personne sur laquelle il peut marcher, pour avancer plus confortablement. Le projet Horizon, pendant ce temps, grandissait. Le chantier avait atteint son rythme de croisière. La banque, ayant reçu la décision du juge et les mémorandums des avocats, avait rétabli nos lignes de crédit initiales. Quant aux investisseurs, non seulement ils étaient restés, mais ils avaient augmenté leur participation, ayant constaté que l'équipe savait encaisser les coups sans flancher. 1 an plus tard, sur les terres de l'ancienne usine, se tenait la cérémonie d'inauguration de la première phase du centre logistique. J'étais sur une petite estrade, face aux journalistes, aux partenaires, aux ouvriers et aux futurs locataires. Derrière moi brillait une façade flambant neuve, et là où s'étendaient autrefois des ronces et de vieux portails rouillés, s'alignaient désormais des voies d'accès impeccables, d'immenses entrepôts, et l'enseigne flamboyante des « Horizons ». Michel fut le premier à prononcer son discours. Il parla du développement économique de la ville, de la création d'emplois, des investissements, et de la mémoire de mon père. Lorsqu'il a prononcé le nom de Serge Vasseur, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Mon père n'avait effectivement pas vécu pour voir ce jour, mais sa foi inébranlable en ces terres ne s'était pas trompée. Ensuite, on m'a passé la parole. Je me suis approché du micro, et pendant quelques secondes, j'ai gardé le silence, observant la foule devant moi. Autrefois, cet endroit était qualifié d'inutile, ai-je commencé. Trop vieux, trop éloigné, trop compliqué. Mais parfois, la valeur d'une chose ne disparaît pas, simplement parce que certains sont incapables de la voir. Il faut parfois juste savoir attendre le bon moment, s'entourer des bonnes personnes, et ne pas avoir peur du travail à abattre. J'ai marqué une pause. Ce projet, pour moi, ne se résume pas à des affaires. Il représente ma responsabilité envers ma famille, envers tous ceux qui y ont cru, envers la ville, et envers moi-même. Les applaudissements n'ont pas été assourdissants, mais ils étaient chaleureux, et profondément sincères. Après la cérémonie, une femme âgée, vêtue d'un manteau très classique, s'est approchée de moi. « C'est bien vous, Hélène ? J'ai été comptable pour votre père. Pas très longtemps, juste avant la fermeture. » J'ai souri, surprise. « C'est vrai ? Je ne me souviens pas de vous. Vous étiez si jeune, à l'époque. » Serge répétait souvent que cette usine servirait un jour. Tout le monde riait, mais il disait toujours, l'essentiel, c'est qu'Hélène ne la vende pas plus tard, au premier petit malin venu. La dame m'a serré la main. Il aurait été très fier de vous. Je n'ai pas pu répondre tout de suite, me contentant de hocher la tête avec émotion. Le soir, lorsque les invités furent tous partis, je suis restée seule sur le site. Le soleil se couchait derrière les entrepôts, baignant les façades métalliques d'une lumière douce et dorée. Je me suis dirigée lentement vers le vieux bâtiment en briques, le seul que nous avions décidé de conserver. Il avait été entièrement restauré, pour abriter les locaux administratifs. Sur le mur, une petite plaque en laiton avait été fixée, fondateur du site, Serge Vasseur, un homme qui savait lire l'avenir. J'ai passé mes doigts sur le métal froid de la plaque. Mon téléphone a vibré. Un message, provenant d'un numéro inconnu, j'ai tout perdu. J'espère que tu es contente. J'ai regardé l'écran. Quelques mois auparavant, je lui aurais peut-être répondu, j'aurais argumenté, je me serais justifié, j'aurais cherché à lui prouver qu'il avait tort. Désormais, tout cela n'avait plus de sens. J'ai effacé le message, et j'ai bloqué le numéro. Le lendemain, Antoine m'a informé que l'enquête contre Olivier suivait son cours. Girard avait bel et bien témoigné, confirmant le stratagème d'extorsion et de pression. J'avais tenu ma promesse, en adressant au juge une lettre stipulant qu'il avait fourni volontairement des informations, ayant permis de prévenir un grave préjudice pour notre entreprise. Rien de plus, rien de moins. Je n'avais pas fait de lui un héros, mais je n'avais pas oublié non plus qu'il m'avait aidé. Pour Olivier, tout s'est achevé 6 mois plus tard. Le tribunal l'a reconnu coupable de plusieurs chefs d'inculpation liés à la délinquance financière, et de tentatives de corruption de fonctionnaires par personne interposée.
La peine n'a pas été la peine maximale, mais c'était de la prison ferme. Une partie de son patrimoine a été saisie, pour rembourser ses créanciers et régler les amendes. Christine s'en est tirée avec du sursis, et a quitté la ville presque aussitôt après le procès. J'ai assisté à la dernière audience, non pas par esprit de vengeance, mais parce que j'avais besoin de tourner la page définitivement. Lorsqu'Olivier a été escorté hors de la salle, nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement de l'épuisement, de la rancœur, et le vide immense de celui qui comprend, beaucoup trop tard, qu'il n'a pas détruit la vie de l'autre, mais la sienne. Je ne lui ai rien dit. Parfois, le silence est bien plus puissant que n'importe quelle parole. Un an s'est écoulé. Horizon fonctionnait désormais à plein régime. Nous avions inauguré la deuxième tranche du site. De nouveaux locataires s'étaient installés. Des dizaines de personnes avaient trouvé un emploi. J'avais acheté un bel appartement lumineux, près d'un parc, remboursé l'intégralité des dettes de mon père, et j'avais créé une bourse d'études pour les élèves du lycée technique où il avait jadis étudié. Dans mon bureau, une vieille photographie trônait en évidence, mon père, posant devant les grilles de l'usine, jeune, souriant, les manches de sa chemise retroussées. À côté, reposait cette fameuse chemise cartonnée contenant les papiers du divorce, non pas comme le souvenir d'une souffrance, mais comme la preuve irréfutable que, parfois, la fin s'avère être une porte, qu'on vous a brutalement claquée au nez, sans réaliser que, de votre côté de la porte, vous possédiez déjà la clé. Un soir, Marine est passée me voir avec un gâteau et une bouteille de champagne sans alcool. « Joyeux anniversaire », a-t-elle décrété. « Anniversaire de quoi ?» Du jour où un homme beaucoup trop sûr de lui t'a fait cadeau d'une usine entière, juste parce qu'il croyait qu'elle était pourrie. J'ai éclaté de rire. C'était un rire léger, sincère, dénué de toute amertume. Nous étions assises près de la fenêtre, contemplant les illuminations du centre logistique, les rangées rectilignes des lampadaires, et les poids lourds qui franchissaient les nouvelles grilles d'entrée. « Es-tu heureuse ?» m'a demandé Marine. J'ai réfléchi. Autrefois, le bonheur me paraissait être une chose bruyante, une grande maison, un mari à mes côtés, l'assurance du lendemain, et une image lisse pour le regard des autres. À présent, il était tout autre, silencieux, solide, tissé de mes propres choix, d'un travail honnête, de soirées paisibles, et de la certitude absolue que plus personne ne pourrait jamais me voler qui je suis vraiment. Oui, ai-je fini par répondre. Pas à chaque instant, et pas comme dans les contes de fées, mais je le suis véritablement. Marine a souri. Alors, tout ça n'a pas servi à rien. J'ai laissé mon regard errer sur les terres de l'ancienne usine. Autrefois, on m'avait envoyé ici comme en exil, comme une punition, comme dans un endroit où je devais me briser, pour enfin comprendre que, sans Olivier, je ne valais plus rien. Et c'est ici que j'avais bâti ma nouvelle existence. La justice s'est avérée être discrète, et non instantanée. Elle n'est pas apparue sous la forme d'un sauvetage miraculeux. Elle est venue par le biais des documents, de la persévérance, des nuits blanches, des alliés honnêtes, et de cette capacité à ne jamais répondre à la bassesse par la bassesse. Olivier avait voulu me prendre tout ce qui avait de la valeur, mais en partant, il m'avait laissé la seule chose qui comptait vraiment, l'avenir.